au concours d'éloquence Speak Up. Pourquoi un concours d'éloquence? Parce qu'on demande toujours à la jeunesse de prendre la parole, mais on ne la lui donne jamais. Raison pour laquelle United for Mali et l'UNFPA ont décidé d'initier ce concours d'éloquence. Et aujourd'hui, nous avons un jury particulièrement excellent. Je vous propose d'applaudir bien fort les honorables. Cheikh Mohamed Chérif Koné, premier avocat général à la Cour suprême. Il est accompagné de Madame Sako Magné, dite Ina Konaté, qui est juge d'instruction au tribunal de grande instance de la commune 6. Et pas des moindres, nous avons Mohamed Seydou Sen, magistrat, également juge d'instruction au tribunal de grande instance de la commune 6. Nous avons la magnifique Madame Aïssata Mbaye Dembélé, juge d'instruction au tribunal de grande instance de la commune 4. Et enfin, mais pas des moindres, car c'est Monsieur Tara et moi Mademoiselle Traoré, c'est le magistrat de premier grade en service à la Direction nationale des affaires judiciaires et du son, ancien procureur de la République aux communes 4, ancien vice-président du Conseil national de la jeunesse du Mali. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir l'assesseur qui va vous présenter les concourants au concours d'éloquence et les sujets du concours oratoire. Merci. Ok, bien. Les compétiteurs. Premier tour. La violence est-elle légitime? À la positive, Kassim Diabaté. À la négative, non, Touraya Idrissa Maïga. Ce premier tour opposera le redoutable Kassim Diabaté, étudiant à la FST, Faculté des Sciences Techniques de Bamako. Il rêve de devenir un grand entrepreneur. Face à Kassim Diabaté, nous aurons la très dangereuse Touraya Idrissa Maïga, étudiante au lycée Congo Moussa de Daoudabou. Elle rêve de devenir une journaliste. Mesdames et messieurs, alors le concours d'éloquence peut commencer. Bonjour mesdames et messieurs, distingués invités, participantes et participants à ce concours d'éloquence. Notre thème est: la violence est-elle légitime? Moi j'ai dit: la violence est l'utilisation d'une force physique, psychologique pour contraindre, dominer ou causer des dommages à quelqu'un. La violence même, c'est un acte brutal que l'autre pose à l'autre. C'est un effet physique qu'on fait brutalement et aussi mentalement. C'est ça que moi je donne à mon avis pour la définition de la violence. Comment peut-on nous donner que c'est légitime alors que la violence même n'est pas bonne? La violence en effet même, c'est mentalement et physique. Donc on ne peut pas dire que c'est légitime. C'est ça mon avis. Presque dans le monde entier, les gens sont victimes de violences qui causent la perte de vie humaine. Donc on ne peut pas dire que la violence est légitime. Et aussi bien d'autres pays. Pensez-vous que la violence est légitime? Si vous le pensez, dites oui. Et si vous ne le pensez pas, dites non. Quand moi je dis la violence, c'est non. La violence ne peut pas être un acte qu'on pose à l'individu, à un autre. Ton individu, tu ne peux pas le poser un autre problème. Nous devons être unis, solidaires et vigilants. Et non la violence. Parce que la violence ne peut rien résoudre. C'est la parole qui peut résoudre quelque chose. Quand nous nous donnons la main et être unis, solidaires, donc le Mali peut devenir en avance. Si la violence est un acte qu'on doit poser entre nous, le Mali n'ira jamais devant. Il restera toujours derrière. Ça, c'est mon opinion. Prenons l'exemple sur le Mali. Les gens sont victimes de violences à longueur de journée. L'insécurité qui règne, faisant en sorte de nombreuses personnes qui quittent leur localité, que la perte, leur emploi et leurs biens. Et même la disparition d'un village entier, comme le village d'Osaou. On a perdu des humains, des animaux, les villages, les entreprises, même les boutiques. Même une seule personne n'est restée là-bas.
tout le village entier est détruit. Donc nous ne pouvons pas dire que la violence est légitime. Il est toujours négatif. On ne peut pas le dire qu'il est positif. C'est ça mon opinion aussi. Le manque de débouchés pour les jeunes causés par ces violences finissent par devenir des malfaiteurs. Ils finissent par devenir des malfaiteurs parce qu'ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont rien, ils ne partent pas à l'école. C'est pour cela que quand ils grandissent, ils deviennent des malfaiteurs. Ils rentrent par-ci, par-là et font des viols et des actes qui ne sont pas autorisés à faire. On a aussi, à cause des violences, le pays n'arrive même pas à se développer. Parce que si le pays même est en voie de développement, vous faites des violences, vous faites des actes qui ne sont pas autorisés. Donc le pays n'arrive même pas à se développer. Donc c'est un acte inactif. À ce stade, la violence ne peut être considérée comme légitime. La violence est un acte même brutal. On peut le faire physiquement et mentalement. Donc la violence est un acte inactif. On ne peut pas le faire. Parce que même la violence, même c'est nous les femmes qui subissent. Et non les hommes. Parce que 90% de la violence se sont faits par les femmes et non par les hommes. Regardez au nord, la violence, nos frères et pères sont en train de mourir à cause de la violence par des malfaiteurs. Donc nous ne pouvons pas dire que la violence est un acte légitime. Il est illégitime. Nos mères et nos sœurs qui sont là-bas en train de se faire violer par des malfaiteurs, nous ne pouvons pas dire que c'est légitime. Nous ne pouvons pas le dire aujourd'hui. Des voleurs qui rentrent dans nos maisons à 1h du matin, nous braquer, nous voler. Comment nous pouvons le dire que la violence est légitime? Il ne peut être légitime jamais et il ne deviendra jamais légitime. C'est donc au tour de M. Diabaté. Je vous rappelle que le temps de parole est compris entre 5 et 8 minutes. Quand vous êtes prêts, vous me dites je lance. C'est bon? Vous pouvez enlever le masque, hein? Oui. La parole est un fruit dont la peau ou l'écorce est le bavardage amical ou fraternel, dont la chair est le dialogue fécondant, et dont le nord est le bon sens. Et le bon sens nous guide tout au long de ce débat. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, chers camarades étudiants, mes emblématiques salutations, respect et considération. Permettez-moi de m'acquitter de l'agréable devoir sociétal et ancestral de vous adresser mes salutations les plus distinguées, dignes de vos noms respectifs. Ma mère me disait quand j'étais tout petit, je me rappelle encore, avant de se lancer dans le profond océan de la parole, tâche d'abord de traverser la rivière de l'identité. Sur ce, je suis malien de père, malien de mère, malien de naissance, malien par chance, malien par excellence et malien de résidence. Je suis Ladi Kassif Diabaté, étudiant à la faculté des sciences et techniques de Diabaté. L'événement qui nous réunit ici ce matin traduit à sa juste valeur de l'ardente et l'inébranlable volonté de ces hommes et femmes qui ont pour souci le développement de notre pays et surtout la paix. Mesdames et messieurs, le thème autour duquel nous nous sommes retrouvés ce matin est un thème non seulement d'actualité, méritant une attention particulière, mais aussi très crucial pour le développement de notre pays. Honorables invités, chers membres du jury, sans plus tarder, voici ce thème. La violence est-elle légitime? Il est évident que la réponse à cette question est un oui catégorique, réfléchi et surtout logique. Néanmoins, permettez-moi de faire une élucidation lexicale afin de mieux l'aborder. Mesdames et messieurs, la violence et la légitimité. Qu'est-ce que signifient ces deux mots? Une question sur laquelle repose tout notre débat. La violence, d'après le dictionnaire Larousse, est toute contrainte physique ou morale exercée sur une personne en vue de l'inciter à réaliser un acte bien déterminé. Ou encore, d'après le dictionnaire français, mesdames et messieurs, la violence au sens du droit civil est un acte délibéré ou non provoquant chez l'individu un trouble physique ou moral de conséquences dommageables pour sa personne ou pour ses biens. Pour résumer et simplifier, mesdames et messieurs, la violence peut avoir plusieurs formes, physiques ou morales. Elle peut avoir des buts, notamment des buts louables, mesdames et messieurs. Quand il s'agit de légitime, honorable membre du jury, il s'agit tout simplement d'un acte qui peut être justifié par le bon sens, la raison et également le bon droit. Honorables invités,
Maintenant qu'aucune ombre ne plane sur le sujet, intéressons-nous à la contextualisation. Au premier abord, la plupart d'entre nous seraient tentés de considérer la violence comme illégitime. Mais si nous essayons de faire un regard dans notre société, dans l'histoire et dans la société actuelle, mesdames et messieurs, nous serons forcés de constater que notre société en a dépendu et en dépend pour toujours. Honorables invités, chers assistants, permettez-moi de vous dire ceci, ne faites pas une confusion. La violence est le résultat de la violence. Retenez ceci. Le résultat de la violence peut être jugé légal ou illégal par les hommes de droit. Mais la violence en soi n'est pas légitime. La violence en soi est bel et bien légitime, je m'excuse. Mesdames et messieurs, je vous donne tout de suite un exemple. Prenons le couteau. Personne ne peut dire ici que le couteau est un mauvais objet ou illégitime. Mais quand on se sert du couteau pour ôter la vie d'un individu, mesdames et messieurs, en ce moment, cet acte devient illégitime. C'est différent. Cela ne remet pas en cause la légitimité du couteau ou l'utilité du couteau, mesdames et messieurs. Et si vous avez compris cette partie, mesdames et messieurs, je continue mon intervention. Si la violence n'était pas légitime, mesdames et messieurs, l'État ne s'en servirait pas pour en faire un moyen fort, pour non seulement se faire respecter la loi de la République, mais également se protéger. Honorables invités, il faut reconnaître que la violence reste nécessaire pour implanter l'ordre dans le désordre. Mesdames et messieurs, la violence est nécessaire pour mettre fin à toute injustice dans la société, pouvant mettre nuire aux hommes et leurs biens. Mesdames et messieurs, la violence est utilisée pour assurer l'intégrité territoriale des pays. Mesdames et messieurs, la violence est aussi utilisée pour assurer la souveraineté de nos différents pays, mesdames et messieurs. Mieux encore, dans nos pays africains, plus précisément le Mali, elle est utilisée dans l'éducation familiale pour permettre à l'enfant de savoir les 5 choses qui résument la malénité, à savoir Kakem Maé, Kakem Manimaé, Kakem Masebede, également Kassinangar, donc mesdames et messieurs. La violence ne peut pas être illégitime. Chère assistance, même dans la religion, cette violence elle est permise. Parce que quand tu tues quelqu'un dans la religion, on doit aussi toi te tuer. Honorables invités, chère assistance, il est clair, dans le code pénal malien de 2001, en son article 217, c'est pas moi qui le dis, la légitime défense est autorisée. Et même dans la charte de l'ONU, qu'est-ce que la légitime défense? La légitime défense est tout simplement lorsqu'un individu se défend lui-même, posant un acte qui est puni par la loi, mais qui n'avait pas le choix en cas d'agression aux droits de l'homme. Et quand cette légitime défense est reconnue par le droit, la personne est acquittée d'office. Honorables invités, chère assistance, si la violence était illégitime, les pays ne créeraient pas des armées. Dans l'armée, là où on forme, on apprend à ôter la vie, c'est-à-dire à tuer, mesdames et messieurs. Modibo Keïta, en 1961, le 20 janvier 1961, n'aurait pas créé l'armée malienne. Mesdames et messieurs, si la violence était illégitime, la France, à travers la force Serval en 2012, n'aurait pas aidé le Mali à bombarder les terroristes de Kona jusqu'à l'heure où il se trouve actuellement, mesdames et messieurs. Si la violence était illégitime, mesdames et messieurs, la force Barkhane ne serait pas présente dans le Sahel, mesdames et messieurs. Encore moins la communauté internationale avec l'ONU. Si la violence était illégitime, mesdames et messieurs, je vous rappelle le 3 février 2013, sur le 2 février 2013, François Hollande, le président français à Bamako ici, au monument de l'indépendance, n'aurait pas à avoir cet accueil chaleureux et fraternel de Maliens, à la suite de laquelle il y a eu même des surnoms François Hollande Jara, François Hollande Koné, François Hollande Konati. Mesdames et messieurs, honorables invités, chers assistants, si la violence n'était pas légitime, les pays comme la Russie n'auraient pas détenu la bombe nucléaire. Si la violence n'était pas légitime, mesdames et messieurs, les pays les plus armés ne seraient pas les pays les plus respectés. Honorables invités, chers assistants, si la violence était illégitime, Barack Hussein Obama, le 44e président des États-Unis d'Amérique, mesdames et messieurs, n'aurait pas reçu le 90e prix Nobel de paix après avoir initié la guerre avec l'Afghanistan pour tuer Ben Laden, mesdames et messieurs. Je ne peux rester pacifiste à l'endroit des violences à l'encontre de mon peuple américain, a-t-il déclaré dans une salle entièrement acquise à sa cause. Mesdames et messieurs, la non-violence n'aurait pas suffi à stopper l'armée d'Hitler. La non-violence n'aurait pas suffi à convaincre Al-Qaïda à ne plus tuer. Honorables invités, chers assistants, chers membres du jury, Nelson Mandela disait, Nelson Mandela, lui qui est l'adepte de Mahatma Gandhi, fortifiant de Martin Luther King, disait, si l'oppresseur et non l'opprimé qui doit définir la forme de la violence, mesdames et messieurs,
Alors, si l'oppresseur définit la violence comme la force de la lutte, mesdames, la forme de la lutte, l'oppresseur n'a d'autre choix qui répond par la violence. Encore, pour vous donner d'autres exemples, Abraham Lincoln, le 16e président des États-Unis d'Amérique, mesdames et messieurs, disait ceci dans une lettre qu'il aurait adressée au professeur de son enfant. Monsieur, apprenez mon enfant à être doux avec le doux et dur avec le dur. Mesdames et messieurs, si la violence ne peut pas le faire, il ne peut pas le faire. Il aura des invités, chère assistance. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ce discours. 7 secondes et 15 cinquièmes. Merci infiniment. Je vais demander aux deux compétiteurs de s'asseoir sur les sièges devant. Le jury procédera à la suite du deuxième tour à la critique des 4 compétiteurs. Puis ensuite, ils feront le choix de celui ou de celle qui est le ou la meilleure oratrice de ce premier concours d'éloquence. Je vais vous demander, s'il vous plaît, d'accueillir l'assesseur qui va annoncer le second tour. Ok, bien. Les compétiteurs du deuxième tour. La parole peut-elle casser le cycle de violence? À la positive, oui. Tenez Sussouma Sekou. À la négative, non. Sibiya Traoré. Ce deuxième tour opposera la courageuse Sussouma Tene Sekou de l'UPR de Kadibougou. Elle rêve de devenir une bonne oratrice. Face à Sekou, nous aurons le talentueux Sibiya Traoré qui vient d'avoir son baccalauréat, qui étudie l'ingénierie minière. Il rêve de vivre un monde sans violence. Donc, monsieur, le deuxième tour peut commencer. Merci à vous. Merci à tous pour la présence. Alors, pour commencer, la violence peut-elle casser les cycles de la violence? Vous voyez que ça ne passe pas. Alors, je reformule. La parole peut-elle casser le cycle de la violence? Vous voyez déjà une lueur d'espoir dans ce que j'ai dit. Mais, de quelles paroles parle-t-on? Des menaces, des insultes, des paroles de dénigrement, des rabaissements, de découragement, de démotivation, d'humiliation, de tristesse, ou encore mieux, d'incitation à la violence. Vous voyez déjà toutes ces facettes de la parole. Mais de quelle violence s'agit-il? Physique, psychologique, verbale, isolement, sexuel, ou le refus d'adhérer à nos choix, comme vouloir se marier avec tel ou vouloir telle chose, etc. Toutes ces formes de violence se rendent cycliques par le fait qu'il y a une perpétuité, parce qu'elle engendre un esprit de vengeance et de la rancune sans fin, entraînant violence sur violence. Alors oui, la parole, dans un contexte réparatrice, conciliante, chercheuse de paix, d'harmonie, de vie épanouie, d'unité, peut bel et bien et très certainement casser tous ces cycles de fureur, de force, de brutalité, de toute cette virulence. Comme me l'a dit un vieux septuaginaire, tuer ne pas vaincre, mais convaincre et vivre ensemble, c'est ça vaincre. La parole n'est parfois qu'un mot. Il faut user à bon escient afin d'éviter de grands mots. Alors, ignorer ou minimiser ou voler la première place à la parole comme briseuse du cycle de la violence, c'est comme ignorer le doctorat ou sinon réduire en néant le doctorat de ce psychologue, les diplômes de ce sociologue, les compétences de ce DRH ou toutes les études en lien avec la GRH, à moins que les compétences ou les techniques de la gestion des ressources humaines ne soient basées sur du choquer pour éduquer ou choquer pour gérer. Aussi, ces thérapeutes de couple, et je profite pour ouvrir une parenthèse. La violence basée sur le genre ou la violence conjugale sont toutes des formes de violence qui font fureur dans notre monde aujourd'hui. Surtout en Afrique, où la femme est obligée de subir sous prétexte que ses enfants soient bénis. Et par conséquent, dans mon pays, le Mali, qui est à plus de 90%, ou plutôt qui se dit être à plus de 90% de musulmans,
et que le prophète de cette religion, qui est Mohammed paix et salut sur lui, nous exhorte dans plusieurs de ses hadiths d'être bon envers les femmes, de ne pas frapper les femmes, que le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur avec les femmes, et que dans l'histoire, il n'est pas mention des cas de brutalité de ces derniers envers ces femmes. Or, nous devons suivre les traces de ces derniers. Alors, prendrons-nous ce qui nous arrange de lui et délaisserons-nous ce qui ne nous arrange pas. Mais, sortons de cette parenthèse, sortons même de la religion. Être ou violer la première place à la parole comme briseuse du cycle de la violence, c'est être anticonstitutionnel. Et je parle de la constitution malienne. Surtout que nos juristes sont tous des juristes, j'évoquerai un peu d'articles pour parler en leur termes. Alors, à cause du temps imparti, je ne parlerai que de l'article 1er à l'article 4 et ne citerai que l'article 1er qui stipule que la personne humaine est sacrée et inviolable. Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne. Mais c'est juste utopique, vu que c'est en usant de la parole que toutes ces pratiques violentes, ces complots, ces coups d'État, ces rébellions sont orchestrés. Et que la parole est l'un des traits qui distinguent l'être humain et les animaux. Nous le retrouvons dans tout ce que l'être humain fait, y compris la violence. Alors, pour cadrer les thèmes et prouver que la violence peut bel et bien casser, ou sinon la parole peut bel et bien casser le cycle de la violence, je dirais que la parole, bien cadrée, chercheuse de paix, d'harmonie, peut bel et bien casser le cycle de la violence. Alors, il faudra aussi associer ce que nous disons à ce que nous faisons. Parce qu'il faut le dire, c'est pas parce que je vous dis que je vous déteste tous que vous allez me frapper pour autant. Mais si par contre, je me lève pour vous frapper tous parce que je vous déteste, c'est sûr que c'est ma personne qui est par la petite porte. Donc, et c'est pas aussi parce que je vais vous dire que j'ambitionne d'être coordinatrice dans ce ONG international que je le serai pour autant. Il faudra que j'associe ce que je dis à ce que je fais et ce que je fais à ce que je dis. La parole comme une solution, moi je la vois plutôt comme un danger. Car la parole peut être meurtrière, voire plus meurtrière que des actes de violence. La haine qui s'exprime à travers ces mots est une tentative symbolique de violence. Elle est même violence. Ces mots nous blessent. Oui, ces mots nous blessent. Car la parole, outil de communication et d'échange, est devenue de nos jours une arme massive de guerre. Toute parole n'est pas parole. Toute parole n'est pas parole. La parole est difficile. Parler est un art. Il ne faut pas parler juste pour parler. Il faut parler bien, parler beau, parler bon. La parole n'est belle que dans la bouche de ceux et celles qui savent lui donner forme, sens, chair, os et vie. La parole n'est généreuse que quand elle est accompagnée d'une action. La parole est généreuse quand elle est vérité ou nudité. La parole n'est généreuse que quand elle est dépouillée, ou si vous voulez, déshabillée de l'insolence des hommes, déshabillée de l'incompétence des hommes, des faits, de l'inconscience des hommes. Alors là, et uniquement là, la parole peut donner du sens à la vie, ou de la vie au sens, et casser ainsi le cycle de la violence. Prenons exemple sur des exemples concrets. Ces jeunes, oui, ces jeunes qui sont dans nos quartiers, ces jeunes fougueux, champions de réclamation, de proclamation, de déclamation, de revendication, sur des sujets comme la liberté, la violence, la mauvaise gouvernance, ont-ils pu changer quelque chose? Eh bien non, ils n'ont rien pu changer. Car seule la parole ne suffit pas. Prenons des exemples sur des hommes comme Malcolm X, Martin Luther King, Nelson Mandela. Ces hommes de parole qui se sont battus pour la paix. Ont-ils pu faire grand-chose? Non. Sinon, on n'aurait pas entendu parler de George Floyd ou de Abdoulaye Keïta, Tidjane, pour ne citer que ces cas parmi des milliers. Dans le mariage, lorsque l'homme passe sa femme, il y a toujours des intermédiaires, on est d'accord. Mais est-ce que cela change grand-chose? Non. Le ministre malien des Sports et de la Jeunesse a dit l'autre jour que le Malicois ne se fera pas avec des cris et des chants. Il a été mal compris et pourtant il avait tellement raison.
car il voulait dire par là qu'il fallait retrousser ses manches et travailler au premier sens du terme. Comme on le dit chez nous, il faudrait lier les actes à la parole. Regardez cette œuvre. Est-ce que si je parle, va-t-il se cuire ou se casser? Vas-y, casse-toi. Casse-toi. Bien que non. Il faudrait de vraies actions, comme concernant les violences. Bamanako, Kumabe Matou. Il faudrait entendre par là la parole mange l'homme, c'est-à-dire la parole détruit, la parole nuit, la parole tue. Il faudrait lier les actes à la parole. Car une parole sans acte, c'est comme une plante sans racine, une guitare sans corde, une fleur sans parfum. Voilà pourquoi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, contre la violence, il faut encourager les jeunes filles à partager leurs histoires, mener des actions de sensibilisation dans les transports en commun, motiver les jeunes à s'impliquer dans le changement, écouter la proposition des jeunes pour rendre les villes plus sûres, informer, sensibiliser et faciliter le dialogue entre les jeunes, mettre pression sur les autorités pour interdire la violence de tout genre, et former, informer et sensibiliser aussi les médias. Car ils sont à la source de beaucoup de problèmes, alors qu'ils peuvent bien les empêcher. Or, dans ce cas, les médias informés, formés et sensibilisés auront une vision moins stigmatisante concernant la violence et respectueuse des personnes victimes de violence. Les personnes victimes de violence. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ces personnes qui n'ont rien demandé, ces personnes qui ne sont que des innocents, ces personnes qui n'ont pas pu se défendre, que pouvons-nous faire pour eux? Si ce n'est d'améliorer la prise en charge des personnes victimes de violences. Car ces personnes, ils sont dans vos familles, ils sont dans vos quartiers. Nous devons en prendre soin, car ce ne sont que des victimes, ils n'ont rien demandé. Chers membres du jury, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, oui, vous aussi, vous pouvez participer à cette lutte. Car la lutte contre la violence doit permettre à tout un chacun de vivre en toute sécurité, que vous soyez homme ou femme ou enfant. Comme je l'ai dit dans mes propos, la parole n'est pas que laideur. La parole, lorsqu'elle est parée du rôle de faiseuse de paix, part au crime, part aux violences, et lorsqu'elle porte la robe de la justice, de l'égalité, de la violence, elle est tellement belle. Car la parole est beauté, la parole est sublime, la parole est charme. Mais comme la femme, la beauté seule ne suffit pas, il faut lier l'acte à la parole. Et ainsi, nous pouvons déconstruire le futile et construire l'utile. Mon père a l'habitude de me dire, Fiston, si tu peux faire quelque chose sans parler, fais-le. Car tes actes vont parler à ta place. Et tes actes seront la plus belle des manières pour toi de t'exprimer. Et avec ça, je peux, avec l'espérance de ma vie, que j'ai eue dans ma vie, je peux dire là, tout de suite, que quand les vents violents des valeurs virtuelles venant d'ailleurs auront fini d'effacer les pas de nos pères paroliers prêchant pour la paix, nous comprendrons que le meilleur n'est pas qui parle, mais plutôt qui agit. Chers membres du jury, honorables invités, ainsi j'ai parlé. Pour leur prise de parole. Donc maintenant, nous allons laisser les jurys, le jury faire leur critique aux deux compétiteurs qui sont ici. S'il vous plaît. On va commencer par vous, le jury. Le jury va faire leur critique, leurs remarques, et ensuite ils auront 2 minutes pour délibérer entre eux, pour décider qui sera le meilleur orateur. Donc nous commençons avec les critiques de ce deuxième tour, puis le premier tour, puis le jury délibérera 2 minutes pour décider qui sera le ou la meilleure oratrice. Honorable jury, magistrat Collet, je vous donne la parole. Merci, madame. Et qui voudrait intervenir la première ou le premier? On dit le deuxième tour, donc c'est de l'autre côté, le deuxième tour. Par rapport au deuxième tour. Est-ce que
Merci, mesdames et messieurs. Nous avons suivi les candidats avec beaucoup d'intérêt. Ce qui concerne RSE aussi souvent, franchement, je sens à elle qu'elle a les qualités d'une très bonne oratrice. Et j'ai vu en elle l'aisance et la solution dans la parole. Et la capacité aussi d'expression. Il y en a de même pour M. Sidi Yaya Traoré. Franchement. Donc, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Je pense que l'ordre est délivré pour l'activité. Merci. Merci de me passer la parole. En fait, moi, je pense que les critiques devraient venir après la proclamation des résultats. Donc, je les garde en réserve. Alors, juste un petit éclaircissement. Effectivement, dans l'exercice du concours d'éloquence, c'est la critique, puis ensuite la concertation. Parce qu'on juge qu'il ne faut pas que la critique puisse influencer le vote du jury final. Donc c'est toujours la critique devant le public, puis ensuite la concertation à huis clos. Merci beaucoup. Merci. Inscrit dans le règlement. Je dirais que je suis émerveillé par le talent de ces excellents orateurs et qui, chacun à sa manière, s'est défendu avec les arguments qu'il faut, la forme qu'il faut, le style qu'il faut, le vocabulaire approprié et des mots bien choisis pour soutenir sa position. Et je pense que nous avons beaucoup appris de la part de ces jeunes enfants et qui sont vraiment de véritables espoirs pour la nation. Et je dirais que lorsque la jeunesse s'éveille à la paix, à la non-violence, l'espoir est permis. Et nous qui rêvons tous d'un Mali meilleur, nous devons les encourager, les accompagner et féliciter United et Fort Mali pour cette belle initiative qui a organisé ce jeu avec le concours des partenaires des Nations Unies que nous tenons à remercier très vivement. Et sans plus tarder, je vais passer la parole aux autres membres du jury qui peuvent avoir des observations et des critiques sur ceux qui viennent d'être faits ici. Oui, comprenez, madame, quand on dit aux magistrats de se prononcer avant de délibérer, ce n'est généralement pas dans notre habitude, parce que nous avons peur d'opiner. Voilà, nous avons peur que les critiques que nous allons faire n'influencent les résultats. Sinon, par rapport à la première équipe, je dirais d'abord que je salue le courage de la dame Maïga, parce que ne les voyez pas souvent devant. Ça m'a rappelé quand moi également j'étais étudiante. Ce n'est pas facile. Quand vous le voyez devant, vous pensez que c'est facile. C'est comme on le dit, quand on voit l'os dans la bouche d'un chien, on pense que c'est mou. Vraiment, je salue votre courage. Et pour M. Diabaté, ça se comprend. Les jeunes sont dans les grès, ils sont habitués à des débats. Contrairement aux jeunes filles qui généralement ne sont pas courageuses pour mener des débats. En tout cas, je vous félicite pour votre courage et vraiment continuez comme ça. Nous osons espérer vous retrouver sur cette table-là dans les jours à venir. Merci. Moi, je remercie beaucoup les orateurs et aussi ce charmant public. En observation globale, je constate qu'il y a quand même une bonne proportion de scientifiques. Il y a une étudiante à l'IPER de Katibou, tendance scientifique. Kassim est de la faculté des sciences et techniques.
Traoré Sidiya bachelier, je ne connais pas sa section. Ingénierie minière. Alors, donc, tendance scientifique. Et Troya est au niveau du lycée Kangou Moussa, comme dans quelle section? Vous voyez que c'est la seule qui est du domaine de la littérature. Donc, je ne sais pas, c'est une prouesse que vous venez de réaliser comme ça. Donc, je crois que c'est quand même quelque part une insulte à tous ces littéraires-là, hein, qui jonchent sur les rues, qui jonchent sur les écoles, aussi bien privées que publiques. Donc, bravo à nos chers scientifiques à l'université. Et c'est vrai que quelque part, le combat est plus ou moins déséquilibré, de par la très jeune âge de Mademoiselle Maïga, mais surtout le verbe et la langue masculine des deux sur la terre, que sont Sidiya et puis Kassim. Hein? Mais cela n'est pas suffisant peut-être pour que vous surclassiez nos jeunes braves dames, à qui je souhaite beaucoup de courage, beaucoup de chance dans l'avenir et dans les études. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, le jury est de retour et nous nous excusons de cette attente. Et vous avez bien compris que ce n'était pas facile. Même si on vous disait à vous-même de dire qui est le gagnant, vous allez avoir des difficultés. Mais l'essentiel, c'est l'esprit de compétition, l'esprit de jeu. Et nous disons que tout le monde est gagnant. Et cette compétition se déroule à un moment où la violence, générée par l'intolérance, semble avoir atteint son point culminant. Dans un pays qui a assez donné à l'humanité, avec un peuple connu à travers le monde comme un peuple de paix, d'hospitalité, de tolérance et d'humanisme. Ce défi de pacte de Kourkan Fouba dans le Mandé et au Mali, vérité et fait historique incontestable, scientifiquement établi, dont la date se situe entre 1235 et 1236, comme cela a été éloquemment évoqué ce matin. Ce n'est pas un fait de hasard si la candidature du Mali avait été retenue par le jury du prix Nobel en 1914, dossier présenté et soutenu par une association malienne dont je salue la présence du président dans le jury de ce concours d'éloquence, en même temps que celle de mes sœurs et collègues, tous jeunes magistrats convaincus à mes côtés, lesquels ont toujours manifesté leur idéal de paix et de justice pour le Mali et le devenir de sa jeunesse dans un esprit de complémentarité générationnelle dans le respect du genre. Face à la montée de la violence qui n'épargne aucune catégorie de citoyens et pouvant être perpétrée par toute catégorie de personnes, même les plus insoupçonnées ou insoupçonnables, jusque-là, en tout lieu et en toute occasion, en début d'une législation pénale très répressive, sanctionnant toutes les formes de violence, qu'elles soient physiques, psychologiques ou verbales, les actes de violence perpétrés contre la personne du chef de l'État lors de la prière collective de la fête de Tabaski ou par un enseignant, dont un éducateur, sont assez illustratifs d'un malaise général. Quoi de plus normal que de faire recours à la sensibilisation par la parole comme moyen à la portée de tous pour casser son cycle dans une société à tradition orale où les messages passent mieux quand ils sont positifs, constructifs et bien conçus. Cela vient d'être éloquemment dit par les compétiteurs. Étant donné que le Mali de demain
sera conditionnée en grande partie par les enfants d'aujourd'hui, nous ne pouvons que nous réjouir de l'organisation d'une telle conférence débat par des jeunes, laquelle offre le meilleur cadre pour échanger sur un sujet aussi brûlant qu'actuel, toute chose traduisant l'éveil d'une branche de la jeunesse, consciente de ses responsabilités, convaincue que la sensibilisation par la parole peut casser le cycle de la violence, à condition que la parole soit réfléchie et mise au service du bien et non du mal. Telle l'incitation à la violence que nous constatons malheureusement de plus en plus sur les réseaux sociaux. Quant au sujet de compétition pour le concours d'éloquence, intelligemment choisi et très intéressant, il soulève la problématique du lien aujourd'hui très ambigu entre le citoyen qui aspire au bien-être tout en étant fasciné par la violence, comme mode d'expression ou voie de réussite rapide ou immédiate. La violence est-elle légitime? La parole peut-elle casser son cycle? Voici les thèmes qui ont été développés par les compétiteurs de façon brillante et qui nous ont suffisamment impressionnés. Et une compétition, c'est un jeu, comme je le disais, qui a ses règles. Et nous avons travaillé sur les critères qui ont été définis par les organisateurs. Et je vais laisser la parole à mes collaborateurs pour faire le point des règles qui nous ont guidés dans notre délibération. Je vous remercie. Je crois que l'attente devient pénible. Il faut vite évoluer maintenant pour savoir qu'on a au moins 11 critères définis par les organisateurs auxquels on a attribué des points. Donc, ainsi, il y a le respect du temps imparti qui a été noté sur 20 points. La qualité de l'expression, respect des règles de grammaire, vocabulaire et syntaxe sur 10. La facilité de l'expression sur 10. La séduction du public sur 10. La capacité de persuasion sur 10. La posture et l'aisance sur 10. Et concernant les critères de fond, la qualité de l'argumentation a été notée sur 10 également. L'esprit de synthèse et de cohésion sur 10. L'originalité et l'imagination sur 10. La capacité de traiter le sujet ou au contraire de s'en détacher sur 10 également. Et enfin, le travail fourni pour l'élaboration du discours aussi sur 10, ce qui donne un total de 120 points. Alors, nous allons laisser le soin, en ce qui concerne le premier tour, à Mme Gamélé de proclamer le résultat. Merci, chers collègues. J'ai la toute tâche alors de proclamer les résultats du premier tour, qui a opposé M. Kassim Diabaté, qui a opposé M. Kassim Diabaté, qui rêve d'être un grand entrepreneur, à la demoiselle Touraya Idrissa Maïga, qui rêve d'être une journaliste. Donc, sur la base des critères définis tout de suite par M. Diarra, la demoiselle Maïga a eu 60 points et M. Diabaté en a eu 105. Donc, vous avez utilisé la deuxième et Diabaté le premier. Comme je le disais tantôt, mademoiselle Maïga, vous n'avez pas de mérité. Vous avez les encouragements du jury pour continuer à être candidate à ce genre de concours. Ainsi, vous serez une grande journaliste. Félicitations, M. Diabaté, et bon vent pour vos rêves. Merci. Donc, à la quatrième place, qui est
Maintenant, ça va dépendre des deux résultats. Maintenant, les gens vont voir qui a le plus de points alors. Pour le deuxième tour, en deuxième position vient M. Sidia Traoré avec 90 points sur 120. Et en première position, Mademoiselle Sissouma avec 100 points sur 120. Alors, en conclusion, Mademoiselle Sissouma est la première de toutes. Le vote du jury est secret et il ne peut pas être discutable. Vous devez respecter ce que les honorables ont décidé. S'il vous plaît, c'est la démocratie. Madame Ténin, s'il vous plaît. 105 Non, je suis d'accord, elle a dit. Alors, Diabaté vient en première position. En deuxième position, Mademoiselle Sissouma. En troisième position, M. Diabaté, M. Traoré. Et en dernière position, Mademoiselle Maïga. Mais je vous assure, ils n'ont pas démérité. Félicitations. Si vous demandez juste de vous rapprocher là, on va vous donner vos certificats ainsi vos cadeaux. Le premier gagnant là au milieu, s'il vous plaît. Bravo. Et qui est la deuxième personne? Voilà. Juste à sa droite. La troisième, c'est qui? C'est vous. Boston. Est-ce que le jury veut bien venir faire une petite photo avec les gagnants, s'il vous plaît? Madame Lee, Rokia Traoré. Madame Lee. Bravo à tous, vous avez été très heureux au jury pour sa participation. Peut-être une petite photo juste avec le gagnant pour qu'il puisse repartir avec sa petite photo, s'il vous plaît. Bravo à lui. Je crois qu'il représente FST, c'est ça? Oui. Bravo à FST. Et Dieu nous remercie. La face joue, la face gagne. Moi j'ai. C'est bon? Merci beaucoup à tous pour votre présence. Merci encore à l'honorable jury pour sa participation.